3, 2, 1, lâchez. Les Mythbusters risquent tout pour voler avec du contreplaqué. L'important n'est pas de savoir si on aura une blessure, mais d'en connaître la gravité. Ils appuient sur le champignon pour essayer d'échapper au radar, sans enfreindre la loi. Ça n'a pas disparu. Ça t'étonne? Ben oui. Qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Fais coin-coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'est vraiment trop marrant. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. L'homme a toujours voulu voler comme un oiseau. Grâce au planeur, au deltaplane et au parachute, on peut voler sans être propulsé. Je te pète dessus. Mais est-il possible de s'envoler par accident? C'est quoi cette histoire de contreplaqué? Il paraît qu'un ouvrier sur un chantier était en haut d'un bâtiment avec une planche de contreplaqué d'1,20 m sur 2,40 m dans les mains. Une bourrasque l'a fait tomber, mais il a réussi à s'accrocher à sa planche et à la contrôler. Il a amorti une chute de plusieurs étages et a atterri indemne. Super, un homme qui vole. Oui. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Buster va s'envoler avec une planche de contreplaqué et peut-être qu'après, on l'imitera aussi. Si jamais je saute dans le vide en m'accrochant seulement à ça, je préfère qu'on fasse pas mal de tests avant. Il faudrait faire des essais à une plus petite échelle pour savoir si ça a des chances d'amortir notre chute. C'est quand même plus prudent. Quelles que soient les pièces nécessaires, elles se trouvent sans aucun doute dans un coin de l'atelier de Jamie. Jouets, figurines... Rien n'est introuvable si on sait où chercher. Regarde, j'ai un type qui convient parfaitement. C'est un prototype de jouet conçu par Jamie. On devrait prendre celui avec la barbiche. J'aime bien sa barbiche. Il est à la bonne taille, mais a-t-il le bon poids? Je fais 1,80 m pour 80 kg. Je pensais que tu pesais 86 kilos. C'était pour faire plus simple. Je pèse bien 86 kg. Comme à peu près 85% des hommes, je fais 1,80 m, 80 kg. Si on réduit ça à l'échelle de ce jouet, ça fait 25 cm pour 12 kg. Je fais le calcul. Il faut qu'il pèse 12 kg. Il doit être construit en uranium appauvri, c'est ça? Ouais. T'en as ici? C'est classé AA ou AU? Adam se rend compte qu'il devrait calculer le volume et non la taille. En fait, le poids de cette figurine est aux bonnes proportions. Notre Buster miniature a maintenant besoin d'une planche de contreplaqué miniature. Presque 22 kilos. On pèse un morceau de contreplaqué pour que ce soit à l'échelle. Mais même ce petit morceau de contreplaqué est proportionnellement trop lourd. Christine en réduit le poids en perçant une série de petits trous. Ça y est, c'est bon. Parfait. C'est la réplique à l'échelle d'un être humain avec une planche de contreplaqué. Une caméra ultra rapide va filmer le jouet cascadeur devant une grande règle. Puis un ordinateur calculera la vitesse de sa chute. On recommencera l'expérience avec la planche de contreplaqué miniature. C'est bon, Christine. Qu'est-ce que les tests du Mini Buster nous ont appris? Le contreplaqué l'a ralenti de 25%. 25% par rapport à une chute libre. Un homme qui tombe. Oui. Mais 25% de vitesse en moins, c'est encore insuffisant. S'ils essayaient eux-mêmes de voler avec du contreplaqué. À mon avis, on pourrait au mieux ne se casser que les bras et les jambes en épargnant le dos et le crâne. Ça me va. C'est trop dangereux pour Adam ou Jamie, mais pour Buster, cela fait partie des risques du métier. Il faut tout d'abord lui remplacer les mains par 2 pinces destinées à agripper le contreplaqué.
On va voir si ça peut supporter le poids d'un homme. Buster a à peu près la même taille et le même poids que moi. Donc ça a l'air d'aller. Ça ne va pas te faire mal, Buster. Jamie soude les super pinces robotiques au poignet de Buster. Contreplaqué. D'après l'histoire, l'ouvrier tenait une planche de contreplaqué 5 épaisseurs au moment de s'envoler sans le vouloir. Ce matériau est fait de 5 feuilles de bois comprimées. Adam et Jamie vont tester une planche comme celle-là, mais ils vont aussi construire des engins volants en utilisant 5 feuilles de bois détachées. Comment comptes-tu utiliser tes feuilles de bois pour qu'elles offrent le plus de résistance au vent? J'avais d'abord pensé les déployer comme un ressort à lame pour augmenter la surface. Et tu te retrouveras à tourner comme un hélico en tombant. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque les hélicos atterrissent mieux grâce à leurs hélices. Le tournoiement les aide à se soulever. Oui, mais les parachutistes en chute libre appellent ça la spirale de la mort. Oui, c'est vrai. Moi, je pense à toute autre chose. Tu pourrais courber les planches. Même si dans l'histoire de départ ne figure qu'une planche de contreplaqué 5 épaisseurs, Adam et Jamie sont attachés à leur projet. Ils pensent construire un meilleur moyen de voler en séparant les feuilles de bois. Adam pulvérise une colle légère sur des morceaux de carton avant d'essayer différentes combinaisons à 5 pièces. C'est une coiffe d'infirmière. Infirmière Adam. Cela représente les premières idées que Jamie et moi avons eues pour ralentir une chute grâce à 5 feuilles de bois. J'ai opté pour une sorte de cuillère. Jamie, lui, essaie d'avoir la plus grande surface possible pour offrir de la résistance à l'air. Je me suis aperçu qu'avec un trou au centre, la surface de mon parachute est plus grande. Puis, j'ai évolué vers une forme incurvée, comme ça. C'est à mi-chemin entre Jamie et moi. Puis, il y a des formes plus audacieuses qui peuvent toutes être réalisées avec du contreplaqué. Je me suis fabriqué une mangeoire parce que je perds trop de temps à manger. Là, je peux manger en bossant. Adam aime bien l'idée du parachute. Il va farfouiller dans les parachutes militaires de Jamie avec Christine, une assistante de l'atelier. Peut-être que ça marche parce que le haut est plus grand que le bas. Ça retient l'air. Je pense qu'on devrait le gonfler pour en savoir plus. C'est pas très clair comme ça. Où est le ventilo? C'est parti! Ce parachute fait 3,60 m de large et 8,50 m de long. Ça offre une surface de 30 mètres carrés contre le vent. Qui a éteint le ventilo? 30 mètres carrés, mais il est léger. Il pèse environ 4,5 kg. J'ai l'impression d'être dans une robe mal coupée. C'est comme un sac de 4,5 kg. Le parachute pèse 5 fois moins que le contreplaqué de 22 kg, pour le double de la surface. Je pense que ça peut marcher. C'est quoi ton plan? Je ne sais pas trop. Un vrai parachute ou une seule voile? On peut tenter les deux. On n'a qu'à faire un parachute avec mon concept de nonnette volante et un en forme d'aile. Grâce à des feuilles de carton, Jamie essaie d'augmenter la surface de son projet sans en sacrifier la résistance. Les maquettes à l'échelle de Jamie et de Adam sont prêtes. C'est l'heure de les essayer. On va tester les premiers prototypes qu'on a réalisés. Le mien ressemble à une coiffe de nonne. Et celui de Jamie est une grande planche. En principe, ça va nous donner une idée de leur efficacité avant qu'on essaie ça à taille réelle. Tout d'abord, le mini Buster tombe tout seul. 9/10. Puis la planche géante de Jamie ralentit sa chute. Enfin, légèrement. 1 seconde et 5 centièmes, c'est pas encore ça. Et maintenant, le parachute pentagonal de Adam. C'était pas mal. C'est le meilleur temps jusqu'ici, 1 seconde 48. Jamie est vexé de finir deuxième. Il retourne à ses calculs. Quand tu veux. 3,
2, 1... Il a tordu l'aile pour la faire tourner. 1 seconde 40. Pas mal, c'est parmi les meilleurs temps. Ouais. On a déterminé les deux qu'on allait fabriquer. Un parachute pentagonal et une aile comme celle-ci, étant donné qu'ils ont obtenu les meilleurs résultats. Ça marche. Les maquettes en carton ont eu leur utilité. Mais l'heure de vérité viendra quand on procédera au test grandeur nature. Scotty, Carrie et Tori sont des éléments irremplaçables de l'atelier. C'est immonde. À chaque fois que Adam et Jamie ont entrepris des expériences farfelues, leurs 3 assistants ont été présents pour les aider à réaliser les projets les plus extrêmes. Mais cette fois-ci, c'est à eux de diriger les manœuvres. J'ai pas confiance. Bon, vous avez le champ libre. Qu'est-ce que vous allez faire? On va essayer de piéger un radar de façon légale. Légalement. Pas avec des brouilleurs de laser ou de radar alors. Voilà, on va essayer des astuces comme agiter des clés devant la vitre. Une boule à facettes, un CD, de l'aluminium sur les enjoliveurs, des diodes d'aile autour de la plaque d'immatriculation, des micro-ondes, ou recouvrir la voiture de papier alu. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez un plan? On a besoin d'un pistolet radar. On va aussi essayer le lidar, un système laser. Soulève encore un peu. Le premier élément dont ils ont besoin, c'est une voiture. Earl, la Cadillac de l'émission, paraît toute désignée. Elle a subi toutes sortes de dégâts au nom de la science. Oh, galère! Scotty, la mécano de service, doit remettre Earl la Cadillac d'aplomb. C'est pas gagné. Pendant que Scotty retape la voiture, Tori et Carrie se penchent sur les radars. Tu bosses pas assez vite. T'es monté à 25 km/h. 25? J'aurais dit 95. Carrie utilisera un pistolet radar. Il tire des micro-ondes qui touchent leur cible et reviennent à une fréquence légèrement différente. La différence de fréquence détermine la vitesse de la cible. Tori, lui, utilisera un pistolet laser, ou lidar. Il projette en 1 seconde des milliers de rayons de lumière infrarouge sur sa cible. On calcule la vitesse en comparant la distance entre chaque salve. Avant de procéder à de vrais tests, on va faire des essais sur cette voiture télécommandée. Mais avant de les faire, il faut savoir si les radars la repèrent. La voiture télécommandée monte jusqu'à 8 ou 10 km/h. 6,5? 8? Je l'ai repéré. Le radar détecte la voiture. Il faudrait essayer qu'il ne la détecte plus. Je construis des carrosseries supplémentaires. Maintenant qu'on sait comment marchent les radars, on va commencer les tests. Magnifique, c'est vraiment parfait. Le cache-cache avec les radars dure depuis la Seconde Guerre mondiale et a entraîné le développement d'une technologie furtive. Les avions furtifs ont des surfaces planes et des angles aigus qui leur permettent de dévier un signal de sa source. Ils sont également recouverts d'une matière qui absorbe les radars. Tous les 30 cm? C'est ça. Il faudrait trop de temps pour recouvrir Earl avec les matériaux évoqués dans les mythes. C'est beaucoup plus simple avec la voiture télécommandée. Mais pourquoi la peindre en bleu? C'est censé modifier la longueur d'onde de la lumière réfléchie par le lidar. On va voir si on la repère depuis une autre distance. Vous êtes prêts? Je suis toujours prête. C'est parti! Quelle vitesse? 8 km/h, 9 près de la ligne. On se fera jamais arrêter en allant à 9 à l'heure. On la repère plus vite avec la peinture bleue que sans. C'est pas supposé absorber la lumière? Si, il paraît. On la repère plus vite. Méthode numéro 2. Le papier réfléchissant. C'est utilisé pour fabriquer des leurres en pêche. Ça trompe peut-être les poissons, mais est-ce que ça trompera un radar? Papier jaune réfléchissant, c'est parti!
Le papier réfléchissant ne marche pas en ce qui concerne la voiture télécommandée. Je la repère même plus rapidement. C'est pareil pour moi. Je la repère à 15 mètres. Jusqu'ici, tout va mal. L'histoire qui revient la plus souvent est celle du papier aluminium recouvrant une voiture. On va donc recouvrir notre petit bolide. Quand tu veux. 11 mètres. Ça fait quelque chose? Je la repère encore plus tôt. C'est pas un bon moyen d'éviter une amende. Il paraît qu'une diode d'aile peut troubler les lidars. Je vais donc fixer une diode sur la voiture. Partez! Les rayons infrarouges d'une DEL sont censés perturber ceux d'un lidar. La diode a fait quelque chose? Apparemment, aucun effet sur le laser. Il n'y a pas de différence énorme. Mais il y a quand même 3 mètres de moins. Il faudra voir ce que ça donne sur Earl. Ce sera peut-être 1 kilomètre à son échelle. Ils enchaînent avec une peinture qui est censée absorber les ondes du radar. La voiture croule sous le poids du fer. Ça s'applique comme un glaçage. C'est une peinture si chère que si on a de quoi se la payer, on a carrément de quoi payer ses amendes pour excès de vitesse. La peinture est si lourde que la petite voiture n'arrive pas à démarrer. N'abandonne pas, Scotty. Elle avance à peine. Est-ce que cette légende serait bidon avant même que Earl ne sorte du garage? Je les trouve toutes cool. Est-ce qu'elles ont eu un effet sur le radar? Elles ont toutes été détectées. Le papier réfléchissant ne marche pas non plus, au contraire. Il est censé dévier les rayons laser, mais il les renvoie encore mieux. On va passer à des astuces plus renommées, comme la peinture noire et l'aluminium, ainsi qu'à d'autres techniques. Mais avant que Scotty sorte son artillerie, nous allons revenir sur le sujet de la planche de contreplaqué volante. Après des tests sur maquette, Adam a décidé de construire un parachute et Jamie une aile. On recule encore un peu. L'aile en contreplaqué fera 1 mètre de large sur 6 de long. C'est si grand que Jamie mesure d'abord l'atelier. Il ne faut jamais construire un objet qu'on ne peut pas sortir d'une pièce. Les planches de contreplaqué sont lourdes, mais elles sont également fragiles. Adam en prend 5 sur les 12 disponibles. Zut. 11 maintenant. J'en ai cassé une en la sortant quand j'ai voulu éviter le caméraman. En utilisant sa maquette, Adam calcule les angles pour la version à taille réelle. Il mesure les planches et les pose par terre. Pendant ce temps, Jamie place ses planches sur une nacelle qu'il a fabriquée en bois d'œuvre. Tiens, tu fais quoi? Tu vas le courber? Oui, je pense que la colle va aider à le maintenir en place avant que je mette les traverses. Le plan de Jamie est simple mais efficace. Il va courber son aile en plaçant des poids au centre des planches de contreplaqué. Quand elles seront collées entre elles, la courbe devrait rester. Pendant ce temps, Adam colle ses planches grâce à une technique digne du peintre Jackson Pollock, puis en faisant des pas à la Fred Astaire. Son parachute pentagonal prend forme. Il faut seulement qu'il n'oublie pas la fragilité des planches. Il ne reste plus que 10 planches. Plus droit à l'erreur. Il me faut encore une planche. On trouve la dernière planche et on la met en place avec précaution. C'est bon? Super. Tu peux lâcher. Merci. Eh ben, c'est pas du gâteau. L'aile de Jamie est en bonne voie. Il faudrait poser cette portion. Il utilise de fines bandes de contreplaqué pour renforcer le tout. Super, c'est nickel. Cool, on va mettre le tuyau maintenant. Pour finir, la courbe de l'ensemble est renforcée en posant le plus de poids possible. C'est bon. Cool. Je suis content de la tournure des événements. Demain, quand la colle aura séché, on enlèvera les morceaux de bois. J'espère que mon aile restera courbée comme je le veux. Il ne nous restera plus que la touche finale, tordre l'aile. Je vais tracer une diagonale et je vais la tordre pour la faire ressembler à une hélice. Si l'aile tourne en l'air, ça crée le mouvement dont on a besoin pour ralentir la chute. Les parachutes artisanaux de nos amis sont presque prêts. Et le pilote alors?
Un paramètre important dans notre expérience consiste à mesurer les dégâts subis par Buster quand il touchera le sol. On a déjà installé des accéléromètres dans son corps avec plus ou moins de succès. Mais là, je pense qu'il faudrait qu'on invente notre propre instrument de mesure, un G-mètre. T'as raison, si ça n'existe pas, il faut le créer. Exactement. L'inspiration vient à Adam sous la forme d'une ampoule électrique. Et j'espère que ces ampoules seront l'âme de notre G-mètre maison. On va en placer une à l'intérieur d'une sphère pour qu'elle se brise si la gravitation est suffisamment forte. Pour que cet instrument soit plus réaliste, Adam remplit l'ampoule de faux sang. Si elle casse, ça se verra. J'aime bien. Ça te plaît, hein? Tu es aussi vil que moi. Attention, t'en fais couler. L'ampoule est scellée et placée entre deux demi-sphères en aluminium. Prêt? Ouais. C'est le premier essai. Là, c'est une hauteur inoffensive. Aucun dégât? Super. Je vais essayer depuis le haut de l'échelle. Prêt? Ouais. C'est gore. C'est une vraie boucherie. Le G-mètre est baptisé sur le champ la boule de la mort. Après avoir épluché des centaines de dossiers médicaux, les Mythbusters ont estimé la force d'impact nécessaire pour entraîner la mort cérébrale. 80 G, en à peine 32 millièmes de seconde. Comme la boule est en métal, elle génère beaucoup de gravitation en peu de distance. Mais une fois protégée par la tête de Buster, elle peut résister à une chute plus importante. L'aile de Jamie avait l'air bien courbée quand les poids étaient dessus. Mais quand on les enlève... C'est du bon boulot, Jamie. La courbe a l'air de rester. C'est du solide. C'est la forme que je voulais. Il se tord super bien. C'est pile ce qu'on veut. Jamie va ensuite tordre sa grande planche pour la transformer en hélice. Cela devrait ralentir la chute de Buster. Enfin, en théorie. Je peux la tordre dans ce sens ou dans l'autre, selon que je veux ou pas tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu décides de quel côté tu vomis, quoi. Amuse-toi bien. Pendant ce temps, la colle du parachute de Adam a également séché. Il a laissé un côté non collé pour pouvoir donner une forme d'assiette creuse au contreplaqué. Jamie, il faudrait que tu m'aides. Fais attention ou tu pourrais facilement casser cette planche. Les deux créations en contreplaqué sont presque achevées. Jamie pose une corde en diagonale pour faciliter la torsion de son aile. Vas-y, lâche. C'est bien. Ouais, c'est beaucoup mieux. Adam n'a pas l'air aussi concentré. Il n'est guère surprenant de voir qu'il n'a pas mesuré son parachute pour s'assurer qu'il sortirait de l'atelier. Attention, ça ne passe pas. L'aile de Jamie est allée sans problème de l'atelier au camion, mais c'est plus délicat pour l'œuvre de Adam. Ça rentre tout juste. Les tests vont avoir lieu sur la base de Hamilton, à 1 heure au nord de San Francisco. Je veux la même chez moi. Cette base a été fermée en 1976, après avoir été utilisée par l'aviation militaire américaine pendant 47 ans. Pas mal. L'ancienne tour de contrôle est l'endroit idéal pour le lâcher de Buster. On aura besoin de la grue pour monter ici. Elle est là pour ça, il n'y a pas de problème. C'est parfait. On va faire des tests avec Buster, en l'équipant d'objets censés l'aider à survivre à une chute de plusieurs étages. Je vais poser ça dans le coin. C'est comme si rien n'avait changé depuis un siècle. Nous allons installer cette règle pour la caméra ultra rapide. Les tests vont encore avoir lieu devant cette grande règle. Un ordinateur branché à la caméra ultra rapide va calculer à quelle vitesse Buster tombe. Rien de tout cela ne serait possible sans ce solide gaillard. Il n'a pas l'air inquiet. Il ne sait pas ce qui va lui tomber dessus. Transport de troupes. Quand Buster tombera, la boule de la mort nous indiquera s'il est vivant ou pas.
Fais attention à lui, il a un cerveau maintenant. On va utiliser la grue pour soulever Buster et le lâcher sur simple commande. Une fois en position, appuie sur le bouton bleu avant de débloquer le cran de sûreté. D'accord. Une fois que t'as fait ça, t'as plus qu'à relâcher. D'accord. Pour être sûr que Buster est le seul à tomber, Jamie s'attache à la grue avec un harnais. Si jamais la grue se renverse, je ne pourrai pas m'échapper et je périrai en même temps. Passe ça sous tes fesses. Ce spectacle vaut bien une saison entière. Ça y est. Buster commence une ascension de près de 20 mètres. Il va y passer. Pour avoir un point de référence avec les autres expériences, Buster va d'abord tomber en chute libre. Ça risque de faire mal. 3, 2, 1, partez. J'étais allongé à côté et sa chute a fait trembler le sol. Je m'en lasserai jamais. La caméra ultra rapide révèle que Buster atteint une vitesse d'environ 55 km/h au moment de toucher le sol. Quel est le résultat, Christine? Je crois qu'il est mort. C'est horrible. Buster avait l'air d'un oisillon tombé du nid. Depuis que la police a commencé à utiliser des radars dans les années 60, des rumeurs ont circulé sur les moyens légaux de les tromper. Vous êtes prêts? Scotty, Carrie et Tori ont commencé par tester plusieurs méthodes sur une voiture télécommandée. Quelle vitesse? 8 km/h. Maintenant, c'est au tour de Earl, la Cadillac de l'émission, de subir l'épreuve du feu. On fabrique une roue constituée de miroirs et qui tourne avec le vent. Comme les miroirs tournent vers l'arrière, ils renverront le rayon du radar, qui croira que la voiture va moins vite. Le plan consiste à fixer plusieurs miroirs sur une roue de vélo qui tournera sur le toit de la voiture. Jamie a quelques doutes. Si la roue tourne à 30 km/h, les miroirs vont se briser à cause des vibrations. Vous devriez prendre du contreplaqué de bouleau de 2 cm et un grand compas. Découpez un disque d'1 mètre de diamètre et posez les miroirs dessus. C'est un plan beaucoup plus complexe. Jamie a donné des conseils qui compliquent la tâche de Tori, mais donne plus de temps à Scotty pour retaper la Cadillac. Allez! Ce n'est pas un luxe pour elle. Pendant ce temps, Carrie travaille sur autre chose. Je fabrique un canon à paillettes que je déclencherai depuis la voiture. Je déchire des feuilles d'aluminium en petits morceaux. Je vais remplir un canon à patates et le brancher à un extincteur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les avions alliés lâchaient des pluies de paillettes similaires pour brouiller les radars ennemis. Il s'agissait donc de morceaux d'aluminium qui aidaient à dissimuler la position des avions. J'aime quand tout s'emboîte parfaitement. Carrie utilise un extincteur bidouillé comme canon à paillettes. Les essais de tir sont concluants. J'ai bien fait d'arrêter de bosser dans un bureau. Tu bossais dans un bureau? J'étais à l'accueil. La roue à miroir de Tori prend également forme. Le radar va frapper le miroir à cet endroit et renvoyer un signal plus fort. Si la roue va à une vitesse moindre que la voiture, c'est peut-être cette vitesse qui sera prise en compte. Carrie a entendu dire que les micro-ondes pouvaient brouiller les radars. J'enlève le magnétron de ce four pour le fixer à l'avant de la voiture et envoyer des micro-ondes vers le radar et le lidar. Si ça ne trompe pas le radar, ça fera peur aux flics. Les diodes n'ont pas trompé le lidar quand elles étaient sur la voiture télécommandée. Mais Tori veut quand même réessayer. Il installe 300 diodes sur la plaque d'immatriculation de la Cadillac. Notre bolide est prêt à prendre la route. Manège à miroir, prêt. Canon à micro-ondes, prêt. Si j'étais toi, je m'éloignerais de ce machin. Canon à paillettes, prêt.
Plaque d'immatriculation à diode prête. Voiture plus ou moins prête. J'ai pas confiance. Nous voilà sur le terrain d'entraînement de la police de l'autoroute californienne. C'est l'endroit idéal pour jouer à cache-cache avec les radars. Plusieurs policiers sont là pour assister au test. En cas de succès, ils veulent se tenir au courant. Ils vont halluciner. J'ai entendu parler de conducteurs qui renvoyaient les rayons du radar avec un CD ou avaient posé des diodes sur leur voiture. Est-ce que ça marche? Non, et en plus, c'est illégal. Ah bon? On n'a pas le droit d'accrocher un objet au rétro, sinon ça distrait le conducteur. Puisque vous arrêtez les conducteurs qui accrochent un CD à leur rétro, je suppose que vous arrêteriez quelqu'un qui a mis une boule à facettes. Oui, j'aimerais voir ça. On va commencer par essayer toutes les techniques les plus débiles à la fois. Accroche ce CD. Tous ces objets brillants vont prétendument capter les rayons du radar et les disperser. Donc ça, c'est illégal. Mais c'est tellement cool! Tu pourras agiter tes clés? Vise le radar. C'est vraiment débile. Pendant les tests, Scotty roulera à une vitesse constante de 80 km/h. La boule à facettes est en place et prête à affoler le radar. À vous. Quand tu veux, à vous. C'est parti. Je l'ai repéré. 62, 64, 77, 80. J'adore ce bruit. Alors les clés, la boule à facettes, le CD, c'est du bidon. Que dalle. Ça t'étonne? Bah oui. On va recouvrir les enjoliveurs d'aluminium. D'accord. Prochaine méthode, l'aluminium sur les enjoliveurs. Vas-y, Scotty. 67, 69. 213 mètres, 76 km/h. Encore une fois, le radar et le lidar ne perdent pas la Cadillac de vue. Elle agite encore les clés, mais ça ne marche toujours pas. Les gens pensent peut-être que les rayons du radar vont se perdre dans les aspérités de l'aluminium. Mais pour moi, c'est un miroir géant. On pourra voir la voiture depuis l'espace. Soit elle va super vite, soit je la repère plus tôt. Combien? 76. Oui. Chaud devant. On t'a chopé. Peut-être que les diodes peuvent éclairer la situation. Voilà ta plaque à infrarouge. Parfait. Donc en théorie, ces diodes sont sur la même longueur d'onde et sont assez puissantes pour perturber le lidar. 300 diodes émettent des rayons infrarouges. Mais cela ne semble pas déranger le lidar. 76. Chopé. Je visais les diodes de la plaque. Et rien ne s'est passé. Rien du tout. Méthode bidon. C'est au tour du magnétron de Carrie. Je sais que je me suis plantée sur l'orthographe. J'aurais dû mettre un E. Ne vous plaignez pas, ça marche, il n'y a pas de doute. Le radar Doppler fonctionne à la même fréquence qu'un four à micro-ondes. On va donc lui envoyer des micro-ondes pour le troubler. 80. Le radar repère toujours la Cadillac. La théorie du magnétron vole en éclats. Je n'ai vu aucune différence de vitesse. J'ai relevé 77 km/h. Et vous? Oui, je l'ai repéré très rapidement. Le canon à paillettes va sûrement faire tourner la tête du radar. On est prêt pour le canon à paillettes, Scotty. J'arrive.
Fonce, Scotty! En passant devant le radar, Carrie va actionner le canon à paillettes depuis la banquette arrière. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Elle a dû oublier d'enlever le cran de sûreté. Regarde. Oh zut! Je suis vraiment une tâche. Je suis désolée. L'équipe recharge et la Cadillac reprend le départ. Cette fois-ci, Carrie a tiré au bon moment, et ça n'a encore eu aucun effet. Tout est parti sur le côté. L'amende pour avoir sali la route coûte plus cher que l'excès de vitesse. Oui. On passe à mon engin préféré, la roue de la mort. Les miroirs de la roue de la mort vont à une vitesse moindre que la voiture. Le radar prendra-t-il en compte la voiture ou les miroirs? 74, 76. Le relevé du radar est identique. Mais Carrie observe une anomalie. Il y a un problème au niveau du Doppler. Mais sinon, la vitesse est la même. Ce qui étonne le plus notre équipe, c'est d'apprendre que poser ce dispositif ne vous mettrait pas hors la loi. Je remarquerai sans doute ce machin, mais il est d'une taille réglementaire. Il ne reste qu'une seule chance à nos apprentis fraudeurs. Fabriquer une Cadillac furtive en la recouvrant de peinture noire mate. Est-ce que cette couche permettra à la voiture d'absorber les rayons du radar? On dirait une vieille voiture de truand. On va s'entasser dedans et aller régler des comptes. Il y a un air de ressemblance lointain avec les avions furtifs. Bon, là on croise les doigts. Je pense qu'on a des chances avec cette méthode. 77, 76... C'est bon. Je l'ai chopé tout de suite. Notre meilleure chance s'est effondrée. C'est l'heure de faire le bilan. On a quasiment tout essayé. Boule à facettes, CD, trousseau de clés, Bidon. aluminium sur les enjoliveurs, Bidon. diode, Bidon. micro-ondes, Mon préféré, bidon. canon à paillettes, Bizarrement, bidon. voiture peinte en noir ou couverte d'aluminium. Bidon. C'est vraiment hallucinant. Le seul truc qui a donné un semblant de résultat, c'est mon objet préféré. Il te plaira sûrement, Adam. C'est la roue de la mort. J'y crois pas. Ça a donné quoi? Quasiment rien. Ça a seulement varié la fréquence de la voiture en fonction de la vitesse. Le mieux pour ne pas choper d'amende, c'est d'être en mini-jupe ou de supplier l'agent. On dirait bien que les moyens légaux d'échapper au radar sont tous bidons. Buster a vécu une rude journée. Il a perdu la tête. On lui a coupé les mains, on lui a ouvert le crâne et on l'a fait saigner. Est-ce que ça peut être pire encore? Buster va crever. Tant qu'ils ont Buster sous la main, Adam et Jamie veulent tester d'autres méthodes de vol présumées, comme les parapluies. Christine replace une ampoule remplie de faux sang dans la boule de la mort. Objet numéro 1. Le premier objet que va tester Buster est un parapluie ouvert. Au moins, il restera sec cette fois-ci. 3, 2, 1, partez! C'était super, Jamie, descends. Ça a bien tenu le coup. Je suis curieux de savoir si ça a ralenti sa chute. La première fois, il était tombé à 56 km/h. Là, je parierais sur 53. T'as réussi à le voir de là-haut? Ouais. C'était sympa. Le parapluie a tenu jusqu'à 3 mètres avant le sol. Ce sont les 3 derniers mètres qui sont mortels. La boule de la mort est remplie de faux sang, mais elle révèle une surprise. Ce n'est pas cassé. On peut tirer 2 conclusions différentes. Soit le parapluie a réellement freiné la chute de Buster, soit on a mal construit notre G-mètre. Personnellement, je pencherais pour la deuxième solution. La caméra ultra rapide montre ce qui s'est vraiment passé.
Ah, les pieds en avant. Comme le parapluie l'a fait tomber droit, il est allé plus vite, 61 km/h. Et pour l'impact alors? La vitesse n'est pas le seul paramètre d'une chute. La position du corps au moment de l'impact influe sur les dégâts subis. Lors de sa chute libre, Buster a touché le sol avec sa tête et son corps en même temps. Même s'il est tombé plus vite avec le parapluie, son corps a absorbé le choc et a réduit l'impact sur sa tête. La boule de la mort s'est seulement craquelée. À ce niveau-là, t'es quand même mort. C'est sûr. Essayons le grand parasol maintenant. D'accord. Prête? Oui. Je suis prêt. 5, 4, 3, 2, 1, lâchez! C'était plutôt cool. C'était pas inintéressant. J'essaye de rester sérieux, mais je ne peux pas. Le parasol a ralenti la chute de Buster à 47 km/h. C'est plus lent, mais pas assez lent. Oh, il est mort. C'est avéré, un parachute sert à atterrir sans dommage. Mais s'ouvrira-t-il sur 20 mètres à peine? À vos marques, 5, 4, 3, 2, 1, lâchez. Ça a super bien marché. Buster n'est tombé qu'à 45 km/h. Malheureusement, son genou a cogné contre sa tête. Oh, dommage. On a tout fait pour éviter ça. Mais Buster est encore mort. Ouais. Lâche-le, obsédé. Regardez ce qu'elle a fait à ce pauvre mannequin sans défense. Buster n'est pas seulement mort 4 fois de suite, il a également subi de graves dégâts. Il faut le remettre un peu d'aplomb. Relevons-le. Il va encore voltiger. Mais parfois, même un mannequin a besoin de soutien moral. Tu sais, Buster, tout le monde apprécie la façon dont tu es prêt à servir la science dans la joie. Tu veux essayer le contreplaqué? Je sens que ça te tente. Il est prêt. C'est enfin l'heure de mettre à l'épreuve cette fameuse histoire de contreplaqué. Il va mourir, mais il partira en beauté. Selon la légende, l'ouvrier arrive à planer avec grâce et atterrit de nouveau à l'intérieur du gratte-ciel sans une égratignure. Partez! Dommage, il va me manquer. Le contreplaqué n'a pas ralenti la chute de Buster, mais l'a accélérée. Il est tombé à presque 60 km/h. Son corps a coupé la planche de contreplaqué en deux. Du sang coule de sa tête. T'arrives à t'habituer au sang, Christine? J'ai toujours un peu de mal. Même sans voir les tests de vitesse ou la boule de la mort, je crois qu'on sait que c'est du bidon. Oui, tu as raison. Il est tombé tout droit, sans être dévié, et il est mort sur le coup. Sortons nos inventions. Je commence par mon parachute en bois. D'accord. Les Mythbusters ont construit 2 engins de vol expérimentaux avec une planche de contreplaqué. Celui de Jamie ressemble à une hélice géante, tandis que celui de Adam ressemble à un parachute. Il représente 3 jours de calcul, d'assemblage et d'effort. C'est vraiment dommage. Ça n'a servi à rien du tout. Voilà pourquoi on ne construit pas de parachute en bois. Bah, ça valait la peine d'essayer. C'était pas mal. Ça a à moitié marché. Je me console en me disant que ton engin va lamentablement se planter. T'as sans doute raison, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Jamie pense que son hélice va permettre à Buster de planer. 4, 3, 2, 1, partez!
Tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Il a ralenti un peu, au moins il ne s'est pas renversé à la dernière minute. Ça n'a pas du tout tourné. Il est parti complètement sur le côté et s'est complètement écrasé par terre. C'était pas beau à voir. Comme il n'était pas en face, la caméra n'a rien pu filmer. Dommage. Pauvre Buster. Buster a rendu l'âme. Voyons si un Mythbuster peut voler. Adam et Jamie tendent un câble entre la tour de contrôle et la grue. Celle-ci recule pour tendre le câble. Stop! J'ai hâte de voler avec du contreplaqué, même si Buster s'est bien viandé avec. On fait ça de manière plus prudente pour ne pas nous fracturer le crâne de façon irrémédiable. Et c'est parti. Ce n'est jamais évident de faire une chute de 20 mètres. Le corps n'est pas d'accord. C'est pourtant la seule manière de vérifier si on peut contrôler la planche durant le vol. Décollage! Je te pète dessus! On peut rien contrôler du tout. C'est pas possible. J'ai essayé de toucher avec la tête, mais aucun moyen. Je tenais le centre de la planche. C'est l'étape cruciale de cette expérience. On avait tout testé sauf sauter d'un bâtiment pour voir si on pouvait survivre. Jamie contrôle encore moins bien. Impossible d'orienter le contreplaqué. Buster a apporté de bonnes réponses à la question. Comment survivre à une chute de 20 mètres? Tu peux nous en dire plus, Jamie? Sans surprise, c'est le parachute qui a le plus ralenti Buster, avec 45 km/h. Juste derrière, le parasol, avec 47 km/h. Ce qui m'a étonné, c'est que le contreplaqué n'a servi à rien du tout. Il s'est même cassé sur le dos de Buster. Nos engins n'ont eu aucun effet non plus. Du point de vue du contrôle et du point de vue de la vitesse d'impact, on a démontré sans conteste que ce mythe était bidon. Tout à fait. C'est bidon. Encore un autre mythe bidon. Désolé, Buster.